Bien, bonjour à tous les braves citoyens et citoyennes qui veulent comprendre les crises et qui suivent ces vidéos que j'ai créées à partir de mes PowerPoint de mon site de culture sociétale après 2007 et 2008 pour comprendre cette crise qui a retourné le monde entier ou presque. Voilà. Et alors, nous allons poursuivre avec le capitalisme. Les fondements même du capitalisme sont en cause. Nous verrons après le marxisme et la finance. Sous fond de géranium. Les fondements même du capitalisme sont en cause. Bibliographie du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique. Gallimard. Du temps acheté. Ce livre, pour l'auteur de l'article, rappelle les propos incandescents de l'anti-Oedipe de 1972, dans lesquels Gilles Deleuze décrivait la schizophrénie du capitalisme. Voilà. Comme quoi, nul ne vous soupçonnait, comme disaient les Romains, c'est-à-dire rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Je ne l'ai pas lu celui-là, parce qu'on ne peut pas tout lire, et en même temps faire tout ça. Et en même temps faire des cours, et en même temps... Ouais, bon. Mais c'est déjà bien beau d'avoir ça. Alors, le sociologue allemand Wolfgang Streeck affirme que la finalité du capitalisme n'est pas la liberté. Ah voilà une accusation forte. Eh oui. Une véritable démocratie doit se donner les moyens de contrôler les marchés. Voilà une belle idée. L'après-guerre est une période de lente dissolution de l'État-providence. L'État-providence, c'est 1936 et c'est après 1945. Ah oui, mais là, il parle pour l'Allemagne, sans doute. Voilà. Enfin, bon, je sais pas. Le capitalisme contrôle l'opinion publique au bénéfice des rentiers du capital par une industrie culturelle envahissante. C'est des idées tout ça, c'est des idées nouvelles, quoi. C'est remarquable. Wolfgang Streeck. Le capitalisme s'appuie sur une classe financière interétatique. Ah, très bonne idée ça aussi. Eh oui, classe financière interétatique. Ça c'est 3 étoiles, hein, c'est ça. Wolfgang Streeck. Pas de liberté, pas la liberté. Le capitalisme n'a rien à voir avec la liberté. Alors une véritable démocratie doit se donner les moyens de contrôler les marchés. Et l'après-guerre est une période de lente dissolution de l'État-providence. Le capitalisme contrôle l'opinion publique. Oui, c'est étonnant. Par une industrie culturelle envahissante. Oui, il y a qu'à voir sur YouTube, d'un certain côté, toutes les vidéos complètement vides de sens, où il y a des animaux qui se dévorent les uns les autres, ou des femmes dénudées, etc., etc. C'est vraiment de bas étage. Et c'est peut-être cette industrie culturelle envahissante spontanée chez les consommateurs qui consomment ce genre d'images. Ils flattent les bas instincts. Et ça s'entretient tout seul. Industrie culturelle. Culturelle entre deux mots, oui. C'est pas de la culture. C'est... Bon. Le casse-bille, ça piche une confiance. Wolfgang Streeck, très bon. Deuxièmement, le marxisme confirme l'analyse. Voici Karl Marx, le capital. Le capital. Le capitalisme a toujours fait payer quelques décennies de prospérité sauvagement inégalitaire par des crises. Ah. Ah. Voilà une grande idée aussi. Marx qualifiait déjà les gouvernements de fonder le pouvoir du capital. Sauver les banques.
Marx disait du communisme qui faisait surgir une association où le libre développement de chacun est la condition du développement de tous. Voilà une excellente idée aussi. Si chacun est libre, forcément, de se développer, de se cultiver, d'être créatif, etc. Ça rejaillit sur tous. Voilà. Et la finance a une grande responsabilité, troisièmement. D'abord, la finance est un monde à part. Objectivement, il s'agirait de réduire la distorsion entre la finance et la production. Le monde financier n'est pas celui de la production. Donc, et de réduire les distorsions. Bon, je ne comprends pas très bien. Mais la concurrence financière est toujours perçue par le G20 comme le seul principe pertinent sur lequel construire la nouvelle architecture financière mondiale. C'est un peu lourd comme style, là. Et tout ça, c'est moi qui ai résumé des articles, des pages entières, hein, où il y a un vocabulaire parfois délirant, enfin, pas très franc, quoi. Pas très compréhensible. Voir Montesquieu, soyez comme de braves paysans qui ne sont pas suffisamment savants pour raisonner de travers. Voilà. Troisième idée, le marché mondial du capital, issu de tentative de réforme libérale, est maintenu dans son rôle de pivot du système international. Le marché mondial du capital, forcément, finance. Oui. Si c'est le capital sert à financer, et donc il veut gouverner le système international, le monde, quoi. Oui, bon. Il faut traduire, hein. La concurrence, c'est la principale finance. Oui, d'accord. Oui. En tout cas, la finance est un monde à part. Ça, c'est certain. Alors, les logiques des marchés des biens et des services ne sont pas les mêmes que celles des marchés financiers. Ah, ça, c'est une idée à démontrer. Alors, par exemple, sur le marché des biens et des services, la loi de l'offre et de la demande joue. Oui, quand le prix augmente, la concurrence fait pression à la baisse sur le prix. Il y a une autorégulation concurrentielle. Oui, quand on vend des voitures, il faut être concurrentiel. Les voitures chinoises se vendent mieux, enfin se vendent bien, parce qu'elles sont moins chères tout simplement. Et qu'elles sont de qualité équivalente. Oui, bon, c'est un autre débat. Sur le marché des biens et des services. Sur le marché financier, il n'en va pas de même. L'augmentation du prix peut ici produire une augmentation de la demande. Les prix s'envolent pour les produits financiers. Il est ainsi parce que l'augmentation du prix d'un actif engendre un accroissement de son rendement sous forme de plus-value, ce qui le rend plus attractif auprès des investisseurs. Il s'ensuit une augmentation vertigineuse des prix qu'on appelle une bulle. La genèse des plus-values donc peut conduire à une bulle. C'est une telle propagation que la transformation au départ limitée à un segment fort réduit de la finance universelle, les subprimes, en un chaos planétaire multipliant par 1000 les pertes encourues. L'augmentation du prix d'un actif engendre un accroissement de son rendement sur une plus-value, ce qui la rend plus... Oui, évidemment, quand il y a plus de plus-value, on achète, et ça continue à monter. Donc il y a des prix qu'on appelle une bulle. Seulement, oui, voilà, c'est un phénomène de montée des prix artificielle, qui n'a rien à voir avec la concurrence. La concurrence des biens et des services peut servir à améliorer la production, la qualité des biens et des services. C'est le meilleur qui l'emporte, tout en étant le moins cher. Tandis que là,
quand il y a beaucoup de personnes qui achètent un produit financier, eh bien, ça monte, mais c'est déconnecté de toute réalité. Voilà. De toute réalité, de tout bien et service. Voilà. Ouais, nous en sommes ici. Nous venons de voir les travers du capitalisme. Et maintenant, voyons voir un coup d'œil sur les banques. Voici le plan. Les banques, les produits toxiques. Généralité, dépôt, affaires. Les banques centrales, c'est autre chose. Et les banques européennes. Produits toxiques. Au lieu de remplir leur vocation première de service aux entreprises et aux particuliers, de nombreuses banques de premier plan ont fourni des déchets financiers toxiques. Voilà. Bayer va acheter Monsanto. Oui. Le rêve. C'est le diable, ça. Il y aurait de quoi dire sur ça aussi. Je le dis dans une autre vidéo. Banque de dépôt d'affaires, ça c'est des généralités. Pour me comprendre le contexte. Histoire. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il n'y avait pas de grandes banques. Les banques étaient des banques de dépôt et de crédit. On y déposait l'argent, elles faisaient du crédit. Si vous avez besoin de quelque chose, de développer votre entreprise, votre commerce, elles vous prêtaient. C'est après que sont apparues les grandes banques d'émission monétaire, possédant le droit d'émettre de la monnaie. Ça, c'est étonnant. La monnaie est un monopole de l'État. Bon, et j'ai jamais bien compris ce point-là. Le droit d'émettre de la monnaie. C'est une formule qui n'est pas correcte sans doute, mais qui est utilisée. La concentration bancaire est devenue un souci quand sont apparues les premières défaillances bancaires, 1882 en France, Union Générale, et aussi les crises. Car les banques peuvent défaillir, surtout qu'elles vendent des produits toxiques. Les grandes banques de dépôt jouent un double rôle. Unification du crédit, niveau national. Oui, il y a une espèce de concurrence là, entre les banques. Donc c'est à qui vendra du crédit plus que les autres. Donc avec des taux d'intérêt plus bas ou d'autres conditions avantageuses. La collecte de renseignements financiers, comme l'a montré le Crédit Lyonnais. Oui, exact. Il collecte des renseignements à la limite de la légalité. Bon. Taille. En 1913, le comptoir d'escompte de Paris atteignait 5% du PNB national. Actuellement, BNP Paribas a un bilan proche du PNB de la France. EB, Paris, une banque. Le monde est vraiment complexe. Et une seule banque, BNP Paribas, bilan proche du PNB de la France. BNP Paribas, donc, un détail, implanté plusieurs pays, orienté vers les marchés financiers plus que vers la banque de dépôt. C'est l'exemple d'un groupe bancaire d'Union européenne de très grande taille qui, s'il est défaillant, peut causer de gros dégâts de taille européenne. Oui, de gros dégâts de taille européenne. En tout cas, une seule banque, Paribas, peut avoir un bilan financier, une encaisse, quoi, proche du PNB de la France. C'est plus
un acteur financier. Une inégalité dans le dépôt. D'où la question, si le défaut d'une banque peut entraîner la faillite d'une autre, pourquoi impose-t-on à une banque de dépôt des ratios prudentiels assez stricts, alors que l'on permet à une banque d'affaires ou à un hedge fund de s'endetter à hauteur de 40 fois ses fonds propres? Ouais, évidemment, il y a un problème de réglementation là. L'une doit être très prudente dans ses prêts, alors qu'une banque d'affaires ou un hedge fund peut récolter 40 fois ses fonds propres. 40 fois. Déjà, récolter 3 fois, c'est énorme. La folie humaine. Bon, problème de réglementation. Banque centrale. Les banquiers centraux n'ont pas vu venir cette crise parce qu'ils n'ont compris ni l'ampleur ni la nature des risques portés par les banques qui sont pourtant censées superviser. Oui, en tout cas, les crises se sont déroulées. Les banquiers centraux ne l'ont pas vu. L'économie et la finance sont les deux jambes sur lesquelles repose notre prospérité. Ah, voilà un très grand principe. Il est donc normal qu'un tandem banquier central ministre des Finances soit aux commandes. Oui, il ne serait pas logique que les intérêts privés pilotent la nation. Il faudrait élargir le mandat de la Banque centrale et créer une vraie passerelle avec les politiques économiques des principaux pays européens. Ça, c'est une idée sans doute très vaste. C'est les relations entre la Banque centrale européenne et puis les gouvernements, quoi. Les gouvernements des États. Bon. Banque européenne des châteaux de sable. Dans un livre intitulé La capture, deux auteurs autorisés, rédacteur en chef de mensuel économique et responsable d'une ONG financière, écrivent que les grands établissements bancaires, financiers et européens ressemblent à des tours construites sur le sable. Charmant. Les grands établissements bancaires ressemblent à des tours. Voir ce livre. Construites sur le sable. Beau château de sable. Là. Oui, alors pour ne pas nous perdre dans toutes, vous voyez toutes les idées qu'on brasse. Hein. Difficile de mémoriser tout, oui, c'est pas possible. Il faut se familiariser pour ceux qui veulent aller plus loin dans ça. Il faut répéter. Nous venons de traiter les banques. C'est assez spécifique, banque dépôt, banque d'affaires. Et les banques d'affaires les hedge funds peuvent emprunter 40 fois leurs fonds propres. C'est-à-dire, c'est presque des produits toxiques qu'elles émettent, là. Pas qu'elles ne peuvent pas les garantir. C'est amoral, voilà, évidemment. Et nous allons bientôt passer à l'étude suivante, les remèdes. Ça, c'est une partie très importante aussi. Voilà. Et nous revenons éternellement sur la nébuleuse du cheval. C'est assez singulier, qui est en effet une forme qui rappelle celle du cheval dans une nébuleuse galactique. Voilà. C'est étonnant. Pourquoi ici est-ce noir et pourquoi ici est-ce violet? Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Il faudrait des astronomes pour nous expliquer. Voilà. Eh bien, je vous dis à tous au revoir. Au revoir. Et bonne méditation phosphorante des neurones sur tous ces principes. Voilà. Nous nous retrouvons pour les remèdes aux crises
tels qu'on a pu les dégager après 2007, 2008, en 2009, 2010, 2011, etc. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.